Samedi 3 septembre 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. 156 plaintes enregistrées en un an d'exercice à l'Institut national de la femme. Les responsables de la structure de protection de la femme ont animé ce vendredi un point de presse. Les détails à suivre. Nathanaël Coty du Parti pour l'engagement et la relève et les siens ont rejoint l'Union progressiste Le Renouveau. Ils ont été accueillis officiellement hier. Tout est fin prêt pour la tenue ce dimanche de la 3e édition de la conférence et fusion, l'un des plus grands événements d'adoration et de louange. À nouveau, bonjour si vous nous rejoignez. On le disait au titre, un an déjà que l'Institut national de la femme, présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, est engagé dans la lutte contre les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Au total, 156 plaintes ont été enregistrées. La plupart des dossiers reçus ont été traités pour le bonheur des plaignants. Les responsables de cette institution étaient face aux professionnels des médias. Écoutons ce reportage. Nous avons dénombré grosso modo 17 catégories et une 18e qui rassemble les divers autres types de plaintes que nous avons reçues. Exactement 156 plaintes enregistrées en un an par l'Institut national de la femme, en abrégé INF. Le tableau de plaintes sommairement présenté fait cas des violences basées sur le genre. On a commencé avec 1, 2, 4, etc. Et au mois d'août, nous avons eu 31 cas. Le nombre total de cas est donc 156. Au niveau de la tranche d'âge la plus touchée, ce que nous avons observé, c'est que nous avons eu 34 mineurs qui ont fait l'objet de viols. Au niveau des violences psychologiques, la tranche d'âge la plus touchée, c'est 36-37 ans. Au niveau de la violence domestique, c'est les femmes de la trentaine. Au niveau de la violence patrimoniale, c'est au moins 50 ans. L'INF est facilité par la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe. L'Institut a donc donné satisfaction à plusieurs victimes d'abus sexuels, de violences et bien d'autres. On commence par régler certaines situations au téléphone quand il y a urgence. Ensuite, on reçoit les plaignantes, on les écoute patiemment dans un environnement sécurisé. On s'assure qu'elles expriment clairement leur volonté avant qu'on agisse. On ne fera pas ce qu'elles n'ont pas demandé. Lorsque les cas exposés n'entrent pas dans les catégories de viol ou d'atteinte sexuelle ou encore de coups et blessures volontaires, on invite les protagonistes des plaignantes pour voir si on peut obtenir d'eux ce qu'on recherche à l'amiable. Sinon, on considère la situation socio-économique des plaignantes avant de décider de leur offrir soit une aide juridique si elles ont les moyens de faire face aux frais liés au procès et au paiement d'un avocat si nécessaire, ou alors on leur offre une assistance judiciaire si elles sont démunies. Il est à noter au cours de ce point de presse que la plus grande violence est enregistrée au sein des couples et les plus récurrentes proviennent de la commune d'Abomey-Calavi. Il y a beaucoup de cas qui sont venus d'Abomey-Calavi. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent sur lequel l'Institut national de la femme envisage de faire une étude. Vraiment, le niveau de viol était très élevé à Abomey-Calavi. Je voudrais vous dire que nous restons extrêmement optimistes. Nous avons le cœur à l'ouvrage, nous avons les compétences pour faire le travail et ce qui jusque-là manquait, c'était ce que nous appelons généralement le nerf de la guerre. Mais le nerf de la guerre aussi, nous l'avons. Nous sommes également très optimistes parce que la justice est en train de faire son travail. À l'INF, les dossiers sont traités sous anonymat afin de garantir la sécurité des plaignantes. Rappelons que l'Institut national de la femme est créé lors du Conseil des ministres du 21 juillet 2022. L'Institut était attendu, l'Institut est assailli de façon positive, on va dire, et l'Institut est engagé.
Après le mariage de l'UP et du PRD, la fusion du Parti pour l'engagement et la relève avec l'Union progressiste Le Renouveau est actée. Hier vendredi, les responsables de l'UP et Le Renouveau ont accueilli officiellement Nathanaël Coty et les siens. Les principales raisons qui sous-entendent ce choix opéré par les responsables du PER ont été dévoilées. Suivons ce compte rendu que nous proposent Nafissa Hassani et Melvina Chabi. L'honneur que vous nous faites ce matin, avec cette lourde artillerie que vous déployez pour être avec nous, est apprécié à sa juste valeur et nous rassure de ce que les noces que nous sommes en train de célébrer seront celles d'un couple très harmonieux. Vous êtes donc les bienvenus dans votre maison, le siège du Parti pour l'engagement et la relève qui devient désormais celui de l'Union progressiste Le Renouveau pour la 6e circonscription électorale. Après fusion avec le Parti du Renouveau démocratique, la formation politique présidée par Joseph Tchogbenou accueille en son sein le Parti pour l'engagement et la relève, PER. C'est le lieu pour Nathanaël Coty, premier responsable, d'exposer les actions menées par le parti depuis sa création et les raisons qui sous-tendent sa mise ensemble avec l'UPR. En ces moments de vives émotions pour moi et mes collaborateurs, sans oublier les indéfectibles militants du Parti pour l'engagement et la relève, il me plaît de vous rappeler que notre odyssée politique a démarré sous des chapeaux de roue sur le front social. Munis de notre bâton de bons samaritains, nous avons traversé monts et vallées pour porter secours et assistance à de nombreux élèves pour des travaux dirigés, soutenus des orphelinats sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions dans cet élan apporté secours et assistance juridique et financière aux prisonniers démunis, sans oublier des appuis à des structures de microcrédit, aux plus pauvres et aux œuvres caritatives. C'est donc face à l'impasse du contexte économique, politique et social difficile de notre pays, qui baignait dans une cassure jamais égalée, que nous avions compris que la seule alternative envisageable pour organiser une bonne riposte contre l'assaut de la pauvreté était de créer un creuset de réflexion pouvant nous permettre de mieux nous pencher sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous n'avons donc pas le choix que de nous entendre. Soyons donc tous prêts pour un sursaut démocratique libérateur. Tel est notre rêve. Par la même occasion, le président de l'Union progressiste Le Renouveau salue ce acte. C'est un acte de renaissance. Ce n'est pas une dissolution, disparition. Vous avez pris la mesure des enjeux et il nous tenait à l'Union progressiste, Le Renouveau, dont les membres du bureau politique sont en partie essentiels, présents, il nous tenait de vous en féliciter. Et vous êtes allé plus loin. Vous avez décidé d'adhérer en chacune de vos personnes, en chacune des personnes, des militants du PER à l'Union progressiste, Le Renouveau. Je suis venu porter à votre endroit, à l'endroit de chacune et de chacun de vos militants, l'admiration des pères fondateurs de l'Union progressiste Le Renouveau, des membres du bureau politique, des membres de chacune des instances du parti, et de vous souhaiter la bienvenue. Rappelons que le Parti pour l'engagement et la relève a été recalé lors des dernières législatives de 2019, faute de récépissé. Tout un autre registre dans cette édition. Dans une interview accordée au journal français Le Figaro cette semaine, Patrice Talon a affirmé que le Bénin est d'une manière générale, ou l'Afrique en particulier, est confrontée à une croissance démographique trop élevée. Il a estimé qu'autant la taille d'une population et sa jeunesse peuvent être un atout, autant son augmentation trop rapide serait aussi un frein au développement. Comme alternative, le chef de l'État préconise la mise en place d'une politique de naissance. Que pensent les citoyens béninois de cette proposition?
proposée par le président Patrice Talon, nous avons tendu nos micros à quelques-uns. On les écoute. Ce n'est pas ça qui va freiner la croissance, non. Un des indicateurs du développement, c'est les ressources humaines d'abord. Ce sont les ressources humaines. Et quand on veut promouvoir le développement, on ne doit pas être réfractaire au surpeuplement. Alors, à Maloupe, quand on parle du Bénin, pour une superficie d'environ 124 622 km², la superficie n'étant pas élastique. Et il y a encore des terres à habiter. Hormis les terres arabes, hormis les zones résidentielles, les zones franches, les zones industrielles, les tours administratifs. Pour résoudre le problème de développement, on a plus besoin de la ressource humaine. Donc, il vaut mieux avoir le sous-peuplement et d'organiser maintenant les réformes agraires. Il faut qu'on développe les réformes qui soient orientées vers l'agriculture pour pallier ce que ceux-là auront à manger. Et quand on maîtrise notre faim, on ne doit pas limiter les naissances. D'autres facteurs individuels peuvent amener des gens à réguler leur naissance par rapport à leurs revenus bruts, par rapport aux situations socio-professionnelles et culturelles. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous voyez un peu. Donc, franchement, au fur et à mesure, tous les jours, il y a toujours des naissances. Et vu ce qu'on dit, le fait de limiter qu'on sort, franchement, moi je suis pour parce que il y a des fois aujourd'hui maintenant, ce n'est vraiment plus la joie. Il y a des parents qui gagnent pas grand chose dans leur truc de mensuel et tout, mais ils ont au moins 5 à 6 enfants. Vous imaginez au moins ces 6 enfants, c'est clair que ça ne serait pas comme celui qui a 2, 3 ici ou bien une à la rigueur et qui gère au moins un truc de 50 ou bien exactement le même salaire que celui qui a 6 enfants. Donc franchement, ça va plus nous avantager. Là, tu sais qu'au moins avec tes 2, avec ce que tu gagnes, tu gères le 1 que tu as ou bien tu gères le 2 que tu as. Si quelqu'un, il veut, tout est cher, la vie est chère, c'est pour cela que le chef de l'État a dit ça, je sais, c'est pour cela qu'il a dit ça quand même. Non, si quelqu'un, il veut faire au moins 10 enfants, n'a qu'à laisser de faire 10 enfants. S'il veut faire 2 enfants, il faut la laisser pour faire 2 enfants. Pourquoi les gens qui font des 2 enfants? Celui qui a le moyen, et il savoir que lui, moi j'ai des moyens et je voudrais faire 2 enfants comme les blancs et les restes, il va commencer par faire sa vie. C'est pour cela qu'eux, ils font ça. Et celui qui n'a pas de moyens, il va faire des enfants. Parmi eux, lorsque tu es vieilli, qui va te soutenir parmi eux, tu ne le sais pas. C'est pour cela que nous, les pauvres, en tant que les pauvres, c'est pour cela qu'on profite pour faire des enfants. C'était les réactions de quelques citoyens de Cotonou sur la politique de naissance. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a également opiné sur le sujet. Il ne pense pas que la mise en place d'une politique de naissance soit nécessaire. Toutefois, le gouvernement sait où il va. Les jours à venir permettront de voir les déclinaisons à donner à une telle politique, va-t-il conclure. On suit un extrait de son intervention. J'ai lu le président de la République. C'est une approche. Il y a toujours deux approches sur cette question de naissance, de gestion de naissance. Il y a la vision qui encourage, il y a la vision qui est dans la portée réductrice. Je voudrais simplement dire que le Bénin est encore très vert. Je ne sais pas quelle approche de réduction va être prise, mais il y a encore de la place. Je pense qu'il faut que les Béninois se mettent au travail. Si tout le monde travaille, si nous quittons les théories du discours, si nous remettons les gens réellement au travail, on a la chance d'avoir le Nigeria à côté. Si nous nous mettons à l'anglais, si nous nous mettons au travail, je suis sûr qu'il y a tellement de choses à faire que on ira chercher la main d'œuvre ailleurs. Alors donc, si on doit aller chercher la main d'œuvre ailleurs, pourquoi ne pas encourager plutôt à former ceux qui sont là? Il y a une certaine catégorie de Béninois qui réduit la naissance. Vous savez, quand vous rentrez dans la classe des intellectuels, combien ont encore 6 enfants? Avant, la sécurité sociale prend en charge 6 enfants. Mais dans combien de couples il y a 6 enfants encore? C'est rare. Voilà, donc je pense que le gouvernement sait là où il va, et sans doute c'est sur quel levier il veut agir. Attendons qu'il décline pour qu'on voit clair dans la politique.
Zakiat Latunji a été réélu à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'était ce jeudi à la faveur d'une assemblée générale élective. Une assemblée qui a connu la présence des journalistes et assimilée à la profession venue d'ailleurs et des 12 départements. Les débats ont été très houleux et l'élection protestée par les deux candidats en liste, José Merounou et Fortuné Sosa. Le film de la cérémonie avec Stélia Padonou et Isaac Mombo. Protester, l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias s'est tenue ce 1er septembre 2022. La première partie de cette assise, qui a réuni aussi bien professionnels des médias que membres des corps assimilés de la presse, a été consacrée au bilan des activités menées par la 6e mandature présidée par Zakiat Latunji. Les activités phares et défis relevés en 3 années de gestion ont été présentées à l'assistance. Permettez-moi de citer tout de même quelques activités phares qui m'ont particulièrement marqué, en tout cas positivement, durant ces 3 années. Il s'agit entre autres de l'initiative de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. Le projet de la cellule d'assistance aux femmes des médias pour la lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel, en vue de la promotion du leadership de la femme et de son épanouissement. Passé la phase de bilan, place a été faite au point culminant de cette rencontre, l'élection des membres du bureau exécutif de l'UPMB. Le présidium installé n'a pas fait l'unanimité des participants à cette assemblée générale. Dès lors, l'atmosphère dans cette salle de la Maison des médias est restée tendue jusqu'à la fin. 2 camps se sont presque formés. Ceux s'opposant à l'élection sous prétexte que les tests de l'Union ont été violés sur toute la ligne et ceux soutenant Zakiat Latunji, présidente sortante, mais également en liste. Pendant que les négociations étaient en cours pour un vote à la main levée ou une concertation des différentes parties prenantes, l'hymne national a résonné dans la salle. Zakiat Latunji vient ainsi d'être réélu à la tête de l'UPMB. Dans une salle mouvementée, frisant la contestation de sa réélection, la présidente a procédé à la lecture des membres de son bureau. Premier vice-président chargé des affaires syndicales, Hervé Prudent-Ressou. Deuxième vice-président chargé des relations avec les institutions, Augustin Baudou. Les membres du bureau de campagne des candidats Josué Merounou et Fortuné Sosa et leurs partisans se sont retirés de la salle tout en dénonçant une mascarade. Nous n'avons pas pu avoir pour l'heure les impressions et le son de cloche de la présidente réélue. Les tentatives pour l'avoir sont restées infructueuses. Juste après l'élection, notre équipe a tendu son micro aux participants et candidats malheureux. Voici ce qu'ils nous ont confié. Moi, aujourd'hui, c'est impressionnant. Tout s'est bien déroulé comme il le faut. Parce que les désordres n'est pas bon à accepter, surtout nous les médias. Vraiment, nous sommes des personnes responsables. Et je remercie Dieu qui nous a vraiment aidés, que tout s'est bien passé. Et notre vote s'est bien passé. Et on a reconduit notre présidente sortant, Zakiat Latunji. Moi, je remercie tout le monde. Et je mets quiconque au défi de nous dire, au thème de cette journée que nous avons passée à la Maison des médias, quel a été le mode de scrutin retenu pour faire cette élection, quel a été le type de vote que nous avons retenu. Et après, j'ai constaté qu'on a caporalisé le président du présidium, on lui a donné tout le temps des instructions et des injonctions. On a déposé, on nous a dit qu'il y a une liste qui a été déposée, la liste n'a pas été lue. Personne, aucun participant à cette assemblée générale n'est en mesure de dire quelle liste a été déposée, qui est cette liste. Et subitement, dans un brouhaha qui ne dit pas son nom, en l'absence même de la consoeur qu'on prétend avoir été élue, on nous annonce par des cris qu'il y a un candidat qui a été élu alors qu'il n'y a jamais eu élection. Il n'y a personne qui soit en mesure aujourd'hui de nous sortir, ne serait-ce qu'un procès verbal d'une quelconque élection. Je constate que le bureau sortant a poursuivi dans la violation des textes qui régissent notre union. Nous allons par tous les moyens faire revenir les professionnels des médias pour tenir une assemblée générale qui nous ressemble, qui est digne
des éveilleurs de conscience que nous sommes. Mais nous venons d'assister à une mascarade. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu des questions préalables qui ont été posées par rapport à la fiabilité de la liste et par rapport à la qualité des membres qui sont invités à cette Assemblée générale, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de membres qui ne sont pas véritablement des membres de l'Union. Et puis le Centre international de mathématiques pures et appliquées, c'est sa 6e édition de son école internationale des mathématiques. Les équations aux dérivées partielles et le calcul des variations avec leurs applications est la thématique retenue. C'est l'Institut des mathématiques et sciences physiques de Dambo qui abrite la dite école dont le lancement officiel a été fait ce jeudi 1er septembre. Émeric Okoukbeli et Paul Estessa aussi. Ces hommes et femmes rassemblés dans cette salle ont une passion commune. La passion à la science des nombres, des figures et des mouvements, les mathématiques. Les échanges se focalisent ici sur les équations aux dérivées partielles et le calcul des variations avec leurs applications. C'est d'ailleurs la thématique objet de cette rencontre qui se tient à l'Institut de mathématiques et des sciences physiques. C'est un privilège pour l'IMSP d'organiser cette 2e école SIMPA en 2022, la 6e depuis 1997, puisque dans l'ensemble des pays en voie de développement du monde entier, le SIMPA n'organise qu'une 20aine d'écoles par an qui s'adressent en premier lieu aux étudiants-chercheurs en favorisant le genre et s'appuie sur le volontariat et la solidarité des conférenciers des pays développés qui acceptent de partager leur savoir. Votre programme scientifique ouvrira en mode mixte, présentiel et en ligne, de nombreux cours centrés sur les tendances actuelles des méthodes de résolution des problèmes d'évolution, de transport optimal et de contrôle. Je souhaite que l'Institut de mathématiques et des sciences physiques de l'Université d'Abomey-Calavi puisse renforcer davantage les relations de coopération existantes et en établir de nouvelles avec les universités qui participent à cette formation. Après la phase protocolaire, place a été faite aux échanges. Les participants venus pour la plupart de la sous-région ont eu droit au partage de connaissances des conférenciers internationaux de la France, des États-Unis et de l'Allemagne. L'organisation de cette école à l'IMSP, malgré les crises internationales, les grandes vacances pour les uns et les intenses activités scientifiques pour les autres, témoigne de la pertinence de l'intérêt de nos sponsors, des organisateurs, des conférenciers, des participants pour développer les outils nécessaires pour résoudre nos problèmes de formation, de transfert de technologie et d'innovation afin de répondre aux exigences d'un développement durable. À la fin de ces activités, nous espérons que les jeunes participants vont recevoir des outils pour leur permettre de résoudre des problèmes mondiaux, et ça passe par la modélisation, c'est-à-dire ils pourront également renforcer leur formation, leurs aptitudes, et pourront faire de la bonne recherche. Cette école internationale, qui a sa 6e édition, se poursuit jusqu'au 9 septembre et entend être pérennisée par les organisateurs afin de susciter toujours dans le cœur des étudiants l'amour pour les sciences mathématiques. Dernier élément dans ce journal, nous parlons spiritualité. Les préparatifs vont bon train pour la réussite de la 3e édition de la conférence Effusion. Les membres du comité d'organisation de cet événement étaient face aux hommes des médias ce vendredi. Au détour d'une conférence, ils ont présenté le programme de cette 3e édition et sa particularité. Compte rendu Moucharaf Soumano et Paul Estessa aussi. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer. Le décor est ainsi planté pour la 3e édition de la conférence Effusion.
L'un des plus grands événements d'adoration du Christ en musique et en animation fait son grand retour après une année de perturbation due à la pandémie du coronavirus. L'initiative, qui porte l'inspiration du pasteur Teddy Mbanda, accueille cette année comme guest star l'artiste ivoirien du gospel moderne KS Bloom. Cet événement, qui se déroule sur 4 jours depuis sa création, est décrit ici par Sam Blue, artiste musicien gospel et membre du comité d'organisation. La conférence Effusion, c'est un rassemblement des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. C'est le rassemblement où il y a vraiment le corps de Christ et même au-delà du corps de Christ, toute la jeunesse de partout qui se rassemble comme sur une montagne, la montagne de Sion, où il y a l'effusion du Saint-Esprit qui touche, que ce soit par les concerts, que ce soit par les messages des différents orateurs qui arrivent, que ce soit par des ateliers sur la musique, l'entrepreneuriat, la mode. Il y a tellement tous les sujets qui touchent à la jeunesse sont abordés et le Saint-Esprit fait son œuvre à travers tous ces différents ateliers. Plusieurs spécialités sont rattachées à cette 3e édition. Cette année est spéciale parce que l'événement se déroule sur 3 différents sites. Hier, nous étions à EBSE, l'église EBSE. Ce soir, nous serons à l'église Mission Source de Vie et le samedi, nous serons à Sion, un centre chrétien Sion, à Fidjosé. Et le dernier jour, le dimanche, nous serons du côté de Canal Olympia pour le méga concert Effusion avec KS Bloom, Sam Bloom, Nathan Daoudou, Karina Sen, le groupe Sion et Adonis Fire. Donc, et Bella Kwesi. Les artistes invités, présents à la conférence de presse, ont donné un avant-goût au public cotonois qu'ils invitent le dimanche 4 septembre prochain du côté du Canal Olympia à partir de 17h. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire. Plus qu'une poule mouillée, je crois bien que j'ai perdu des plumes, mais à quel moment j'ai changé? J'ai rien vu venir, quelqu'un a fait le boulot sans me prévenir. Alors la famille ici KS Bloom, je donne rendez-vous tous à notre grand concert de célébration du côté de Canal Olympia ce 4 septembre, dimanche 4 septembre. Voilà, et venez comme mon frère l'a dit, on va passer un agréable moment dans la présence de Dieu tous ensemble. Et voilà, je sais que le Seigneur nous fera du bien au travers de ce concert. Amen. Faut-il le préciser, l'entrée est libre et gratuite. Rendez-vous donc demain dimanche 4 septembre pour vivre ce concert. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales et en direct via notre application iOS et Android. E-Télé avec vous, pour vous.